suis médecin et cofondateur de Netflix, qui est le premier réseau professionnel d'échange de cas cliniques en langue francophone. Donc on m'a demandé très gentiment d'intervenir pour vous parler de mon expérience justement d'être médecin connecté, un e-doc pour les intimes. Et pour me présenter justement, donc je travaille au centre hospitalier de Salon-Provence, dans le service des urgences. Alors, donc comment je suis devenue un médecin connecté? Donc c'est parti de ma propre expérience personnelle. Lorsque j'effectuais, donc je suis médecin généraliste de formation initiale, lorsque j'effectuais des remplacements de confrères, je suivais un patient qui, pour lequel je m'en sortais pas, je n'arrivais pas à poser de diagnostic. Et pourtant, c'était un patient qui avait été multi-exploré, qui est allé dans les plus grands CHU, pris en charge par les plus grands professeurs, etc. etc. Et on ne s'en sortait pas, je n'arrivais pas à poser de diagnostic, et ce patient souffrait au quotidien. J'ai eu l'idée de poster ce cas sur ma page perso Facebook, en disant en fait à mes collègues médecins qui faisaient partie de mon entourage, en disant partagez ce cas s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider, voilà, tous les nouveaux éléments seront les bienvenus. Et c'est vrai qu'en quelques jours, j'ai eu des commentaires, et notamment là, j'ai trouvé le bon médecin qui a permis de poser le diagnostic et du coup de soigner mon patient. Alors, je vous imagine la tête de mon patient qui souffrait depuis des années de sa pathologie. Donc c'est là que je me suis rendu compte en fait du pouvoir des réseaux sociaux, notamment appliqués à la médecine. Alors bien sûr, Facebook, c'est pas un outil adapté, et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai regardé sur Google, est-ce qu'il existe des réseaux sociaux professionnels, donc dédiés au corps médical, pour pouvoir échanger de la sorte. Et donc j'ai regardé, effectivement, il en existait, mais ça ne marchait pas. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'ai cette expérience, et si vous voulez, j'avais posté des cas et j'attends toujours la réponse. Donc aucune activité au sein de ces plateformes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était l'outil. Donc, comme je disais, il va falloir mettre la main dans le cambouis. C'est-à-dire que, finalement, une discussion un dimanche avec mon frère qui est un peu geek sur les bords, et il me dit, mais voilà, si tu veux qu'un réseau social marche, il faut déjà que tu crées une app mobile. Le site web, c'est juste pas possible. Il faut qu'il y ait du visuel, quelque chose que les gens ont envie d'aller voir. Il faut que ce soit un outil simple et que ce soit adapté effectivement à ta profession, et donc pouvoir échanger en toute sécurité. Et donc c'est là qu'effectivement j'ai créé Netflix, qui est la première application mobile qui permet d'échanger à partir de supports photos des cas cliniques en 2 clics. Je vous laisse regarder la présentation. Donc aujourd'hui, en l'espace de 2 ans d'existence, l'application est disponible, comme vous l'avez vu, sur les stores Google Play et le store d'Apple, mais aussi on a fait aussi un site web. On a réussi à réunir plus de 23 000 professionnels de santé
où il y a plus d'1 million de vues par semaine, donc beaucoup de consultations avec plus de 6 000 cas postés. Donc on voit bien qu'effectivement, à partir du moment où on propose un outil adapté et simple surtout donc à une profession, notamment en l'occurrence ici au corps médical, ça peut être un outil qui est vraiment plébiscité par toute cette communauté. Donc aujourd'hui, on a du coup de ces 2 ans de recul. Quels sont les usages de Medpix? Donc il y a une bonne part de pédagogie, c'est-à-dire que lorsque vous rencontrez des cas que vous trouvez plus ou moins exceptionnels ou intéressants à partager, vous les publiez. Et c'est vrai que ça permet justement aux autres confrères de se servir de cette expérience-là pour, si le cas devait se produire dans leur propre consultation, pouvoir agir ou réagir comme il le faut. La plateforme sert aussi en termes de conseils, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des vraies problématiques dans la pratique des médecins, notamment, où le professionnel donc, poste son cas en demandant un conseil. Est-ce que voilà, j'ai cette problématique-là avec ce patient, est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et c'est aussi donc le troisième usage, c'est l'accès à la base de données, puisqu'effectivement tous les cas qui ont été postés sont référencés et archivés, et vous pouvez y avoir accès donc a posteriori pour débriefer, pour faire des staffs, pour faire de la formation donc, pédagogique. Alors aujourd'hui, on a mis en évidence un nouvel usage, c'est le Medpix groupe privé. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai des confrères qui me disent Medpix c'est super, c'est vrai que ça me permet de me connecter avec un confrère qui se trouve à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de la Terre, hein, puisque ça réunit toute la francophonie. Mais moi finalement, dans ma pratique, eh ben, je continue toujours à utiliser mon smartphone pour échanger à l'intérieur de mon propre réseau, que ce soit à l'hôpital ou dans le milieu général. Donc il m'a dit, ben voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Effectivement, la solution c'était de pouvoir privatiser une partie de Medpix où l'ensemble des professionnels de santé étaient identifiés, se connaissaient et utilisaient justement l'application seulement dans leur réseau. Donc il y a plusieurs usages pour cela, ça permet d'augmenter leur expertise. Par exemple, là, pour parler de l'hôpital, moi qui travaille aux urgences, on demande régulièrement des avis de spécialistes, et notamment quand je demande un avis sur un ECG, j'appelle le cardio qui me dit eh ben, envoie-moi l'ECG, que je te dise, parce qu'il n'a pas le temps de descendre, que je te dise ce qu'il faut faire. Le truc, c'est qu'on n'a aucun outil à l'intérieur des structures de soins pour envoyer de manière sécurisée ces éléments. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise nos téléphones perso. Donc je vous laisse imaginer le problème de confidentialité. Mais effectivement, c'est des choses qui existent. Donc, et c'est pas seulement lié à la médecine d'urgence ou à la cardio. Hein. Enfin, je veux dire, les chirurgiens ortho pratiquent la même chose parce que effectivement, le besoin aujourd'hui, c'est que ils ne peuvent pas se déplacer pour tout le temps, du moins, pour demander des avis. Et ça passe par la communication au travers donc, des smartphones et notamment de l'image pour pouvoir notamment orienter la prise en charge d'un confrère. Donc aujourd'hui, effectivement, au sein d'une structure de soins, par exemple, on peut proposer un tel outil pour échanger justement de manière simple, rapide et mobile, bien sûr, afin de sécuriser les échanges. Donc aujourd'hui, justement, ce groupe privé à petite échelle, on l'a développé avec des associations de médecins, notamment là, on est en train de travailler avec des chirurgiens pédiatres, des dermatologues, des radiologues. On va ouvrir aussi un groupe de rhumato, mais aussi des infirmières en libéral. Et on travaille aussi avec une société savante qui s'appelle donc la Société française de médecine d'urgence, qui veut aussi proposer un outil sécurisé à l'ensemble de ses membres, donc médecins urgentistes. Et on a même Sanofi, donc un laboratoire qui
qui nous a dit votre outil est super, nous on a un pool de médecins qu'on voudrait aussi connecter de manière sécurisée, qui puissent échanger librement. Voilà, nous on veut votre appli. Donc à petite échelle, effectivement, on se rend compte que privatiser une partie de Medpix, effectivement, intéresse et fait partie des usages aujourd'hui d'échanges entre professionnels de santé. Et comme je vous le disais auparavant, nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir tester à grande échelle et au travers de structures de soins et notamment de GHT, ce type d'échange. Et donc, ce serait effectivement l'occasion de pouvoir travailler avec des établissements qui ont cette sensibilité, justement, e-santé, pour pouvoir proposer un outil vraiment adapté à ce genre d'échelle. Donc, si je dois conclure ma propre expérience en fait en tant que médecin connecté, c'est vrai que moi je ne suis pas une geek à la base. Hein. J'utilise, je pense, comme le Pékin les outils. Donc il faut bien sûr qu'ils soient simples, intuitifs, ludiques, etc. Et finalement, je me suis retrouvée à créer ma propre application parce que j'avais un besoin initial. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, de l'autre côté de la barrière, il y avait des techniciens, des informaticiens. Et en tout cas, la plus grande joie que j'ai eue à travailler avec eux, ça a été que tout est possible. En fait, à partir du moment où vous voulez quelque chose, ben, soyez-en sûrs, d'une manière ou d'une autre, que l'informaticien va y arriver. Et donc, quelle que soit votre requête, votre problématique, il y aura une solution. Donc pour résumer, effectivement, moi aujourd'hui je me suis rendu compte du pouvoir effectivement de ces réseaux sociaux pour optimiser les soins, pour mieux soigner du coup au final le patient. Je me suis rendu compte aussi que, on en parlait ce matin, que l'intelligence collective, c'était une nouvelle notion qu'on n'avait pas forcément, comment dire, concrétisée au niveau du corps médical. La médecine collaborative, qui plus est à grande échelle, donc si vous ne savez pas, la communauté sait, c'est un élément fondamental pour pouvoir avancer et proposer, comme je vous disais, des soins optimaux. L'utilité de l'image pour capter l'attention, puisque aujourd'hui, quel professionnel de santé va vous dire j'ai le temps d'interagir, non, on a tous pas le temps, donc il faut pouvoir capter cette attention, et c'est la raison pour laquelle Medpix marche, parce que les gens, quand ils viennent sur Medpix, ils reviennent parce qu'ils voient de la photo et que ce n'est pas que du texte pur. Donc, et bien sûr, penser que aujourd'hui, ce serait une erreur de ne pas passer dans le côté mobile des plateformes d'échange, avec cette particularité aussi qu'on voit aussi dans le grand public, l'instantanéité de l'échange, le succès de WhatsApp, des Facebook Messenger, qui fait qu'effectivement, voilà, on a besoin de ces échanges instantanés. Ça fait partie aujourd'hui du paysage aussi médical, donc il faut pouvoir le prendre en compte. Donc voilà mon expérience de Medpix. Moi j'ai créé ma propre appli puisque je n'avais pas d'outils appropriés à mes échanges en tant que médecin, et donc j'étais ravie de pouvoir vous présenter un tel outil. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gérard Calzana, je suis médecin, psychiatre et psychothérapeute, et je suis formé en tant que psychiatre à Genève. J'ai fait mes études en Espagne, mais après la spécialité de psychiatrie, j'ai quand même fait des études de marketing et communication, très intéressé par l'usage de ce type d'approche
dans la médecine, ce que je trouve vraiment fascinant. Et depuis une année, justement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que dans notre service, je crois le service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève, nous avons mis en place une stratégie de communication qui intègre justement les réseaux sociaux. D'un côté, nous souhaitons être le plus proche possible du grand public et faire connaître aussi notre spécialité, notre offre de soins, et parler des soins psychiatriques. Les soins psychiatriques qui souvent sont vus comme quelque chose qui fait peur, qu'il faut, si possible, éviter dans une vie. Et d'un autre côté, nous souhaitons aussi participer à la déstigmatisation, justement, des personnes concernées par les troubles psychiques ou les addictions. Et pour cela, l'idée, c'est de diffuser justement de l'information qui offre une image équilibrée, positive, des personnes concernées par les troubles et les considérer comme des citoyens qui ont le droit d'exercer des droits sociaux normaux et non seulement les droits, non seulement celui du malade. Alors, dans notre service, nous développons la stratégie interne, grâce à Internet, évidemment, et la communication externe, c'est là où on va plus discuter, grâce au site web officiel, au blog que nous avons créé, et les réseaux sociaux. L'Internet est sûrement la face cachée de la révolution Internet dans sa dimension entreprise. Les nouveaux systèmes Internet, plus interactifs et collaboratifs, permettent aux collaborateurs de produire des contenus eux-mêmes. Alors, nous sommes là, ce que vous voyez dans l'image, c'est ce nouveau Internet qu'il a mis en place il y a une semaine des hôpitaux universitaires de Genève. Ça reste un Internet classique, il y a les informations qui sont diffusées de haut en bas, de façon hiérarchique. Par contre, même si ce n'est pas un réseau social d'entreprise, qu'à mon avis, ça aurait été le choix à faire, il y a quand même toute une partie où chaque service peut créer un groupe privé, et là-dedans, par contre, tout collaborateur a la possibilité de mettre le contenu ou de proposer des événements qui se passent qui à l'intérieur du service, comme par exemple la semaine prochaine, la semaine du plaisir, dans la consultation. Après, nous avons les sites classiques, la vitrine. C'est l'exemple parfait du Web 1.0. Il s'agit d'une série de pages d'informations et nos activités de soins, de recherche, où il y a des informations de recherche, enseignement et soins. Les internautes n'ont pas la possibilité d'interagir et quand ils essayent de partager ça sur les réseaux, ça ne veut simplement rien dire parce qu'il n'y a que l'image du logo des sujets qui va avec. Et finalement, une page qui est mise à jour 2-3 fois par année, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt de partager dans les réseaux. C'est la raison pour laquelle, afin d'articuler le fonctionnement de notre service autour de la collaboration et de l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes, nous avons créé le blog addictohub.ch. C'est une communauté des personnes concernées par l'addiction, des proches et aussi des professionnels. Chacun des 3 profils a des contenus spécifiques susceptibles de les intéresser. Par exemple, dans la rubrique personnes concernées par l'addiction, on retrouve des événements publics, tels que des conférences, des congrès publics, des débats. On trouve aussi des recommandations que les gens font sur différents types de médias, mais j'y reviens plus tard. Et dans la partie professionnelle, il y a plus des éléments qui touchent les professionnels comme les congrès, les symposiums, mais aussi toute l'offre de formation qu'on a à l'interne et que les professionnels peuvent en profiter. Alors, ce blog, il est communautaire, parce qu'il met ensemble justement les personnes concernées, les proches et les professionnels. L'idée, c'est de créer une communauté d'intérêt sur la santé mentale et les addictions. Tous les mois, nous organisons des rencontres avec des associations de patients, associations de proches, pour penser ensemble justement à des actions de déstigmatisation, mais aussi à des contenus qui puissent être intéressants pour notre communauté. Le blog, il est aussi collaboratif. Il y a une dizaine de collaborateurs qui actuellement ont le rôle des contributeurs et qui participent activement, apportant ainsi encore plus de dynamisme au blog. Et notre blog permet aux membres de la communauté et aux internautes, vous aussi, vous pourriez participer, ce serait quand même sympa, de partager des recommandations personnelles sur des films, livres, sites web, articles scientifiques qui touchent sur le domaine de la santé mentale ou les addictions. L'idée, c'est justement de pouvoir centrer tous ces
sujet des addictions et de la santé mentale dans un même endroit. D'un côté, nous avions, comme je vous disais, la contribution de la communauté où les recommandations, elles arrivent régulièrement et c'est vraiment apprécié de pouvoir avoir des films avec des recommandations, par exemple, des personnes qui souffrent des addictions et qui partagent leurs commentaires par rapport à ces films, comment eux l'ont vécu. C'est un exemple vraiment. Notre blog est aussi cohérent par rapport à qui on est. Nous sommes un hôpital universitaire, nous avons des missions très claires de soins, d'enseignement et de recherche, et évidemment ces rubriques sont clairement mises en avant dans notre blog. Et enfin, notre Addictohub, il est aussi social, il est connecté aux réseaux sociaux, ce qui permet facilement de partager les articles et surtout de toucher un grand nombre de personnes qui jusqu'à-là c'était intouchable. Alors, pendant cette année d'existence de notre page Facebook, nous avons obtenu 379 j'aime dans la page. Ce n'est pas beaucoup, et bon, en même temps, on est là depuis une année. En tout cas, comme vous pouvez constater, la semaine passée, on était à 600 personnes en termes de portée de leur publication. Ce qui est très intéressant parce que ça ne nous coûte pas grand-chose d'utiliser un système comme Facebook. Et on voit que certaines informations arrivent vraiment à toucher très loin, au-delà justement de notre premier numéro primaire. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Un exemple concret, le post qu'on a lancé la semaine passée, il y a 2 semaines, sur l'arrivée de nouveaux médecins. Ça amène bien sur le blog, on peut voir la description des nouveaux médecins qui sont arrivés, vont rester une année chez nous, quelles sont les langues qu'ils parlent. C'est des informations que les patients apprécient beaucoup aussi, de savoir d'où ils viennent, qui va faire maintenant partie de la nouvelle équipe. Une des choses qui m'a beaucoup surpris, et en même temps c'est assez normal, en tout cas avec le recul, même si j'arrive à essayer de trouver une logique, c'est les messages privés sur Facebook. On a vraiment été surpris de la quantité de messages privés qu'on reçoit. Ce qui contraste un peu avec le nombre d'interactions et des commentaires que les gens laissent dans la page Facebook. Quand on regarde le contenu de ces messages, on comprend mieux. Les patients, de leur côté, parlent de ces problématiques personnelles, ils ont des symptômes de manque, ils ne savent pas trop bien quoi faire, et ils posent la question sur Facebook. Les proches nous contactent aussi parce qu'ils sont inquiets, parce que leur fille n'est pas réveillée depuis 3 jours à la maison, qu'ils ne savent pas trop bien, et en même temps, nous on est un peu coincés parce que c'est un secret professionnel, et en même temps, tout ça, ça se passe sur Facebook. Comment on fait? Voilà. C'est tous ces questionnements-là qu'on est régulièrement confrontés. Nous avons aussi des journalistes, bien entendu, qui nous contactent parce qu'ils nous ont vus dans un article ou quelque chose, qui demandent de faire une interview. Il y a aussi des professionnels qui demandent quelle est notre offre de soins spécifique ou qui utilisent justement ces réseaux pour nous suggérer quelque chose. Et il y a aussi les médecins en formation et les étudiants qui, eux, nous sollicitent aussi via la messagerie privée de Facebook, mais plutôt pour avoir des fichiers PowerPoint de la dernière conférence qu'on avait donnée ou un cours spécifique. Alors, on utilise aussi d'autres réseaux sociaux comme Twitter, YouTube et LinkedIn. Alors, Twitter, évidemment, on l'utilise aussi dans des journées comme celle-là, ce qui permet d'avoir le dynamisme des tweets drôles. LinkedIn nous aide énormément aussi à toucher spécifiquement les médecins psychiatres de la région, parce qu'on peut cibler spécifiquement ces professionnels-là, qui heureusement ils sont sur LinkedIn. Et YouTube nous permet de, pour l'instant, on n'utilise que pour la formation. Il y a le professeur Daniel Zoulinon qui a réalisé des vidéos justement sur la. Non, mais t'as raison, la vidéo, qui fait des vidéos. Je n'ai pas vous montrer la vidéo en entier, je l'ai même mis en accéléré. L'idée, c'est qu'il nous fait des fiches de psychopharmacologie des addictions. C'est des vidéos qui vont, bien sûr, il y en a maintenant 4 ou 5 qui vont venir dans l'avenir. Ça permet d'enseigner justement à nos pairs professionnels sur notre spécialité, qui c'est les addictions. Et nous avons aussi des techniques d'entretien. Par exemple, là, c'est une cas. Bon, ça va très vite, je vous assure, à Genève, on ne va pas si vite que ça. Mais c'est justement ça, c'est une vidéo où il y a une liste de questions à poser, comme on accueille une famille, par exemple. L'avenir. Comme vous avez compris, nous sommes au début de tout un processus de création de cette communauté d'intérêt. Pour l'avenir, je pense qu'il faut continuer à intégrer les personnes concernées par les addictions et les proches. Je suis très conscient que sans eux, on va
pas aller très loin, parce que c'est eux, finalement, qui peuvent nous dire vraiment quels sont les contenus qui, eux, considèrent aussi intéressants et surtout quels sont leurs besoins. Nous, les médecins, on est très forts dans notre spécialité, mais c'est vrai que par rapport au vécu de nos patients, il faut quand même qu'on développe, à mon avis, un sentiment de curiosité. C'est joli comme ça. Bon, de plus, je pense aussi que pour l'avenir, nous avons besoin de former les générations futures de médecins. Muriel en parlait avant de sa participation à l'université. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Nous, ce qu'on va faire cette année, c'est de proposer une formation postgrade pour les médecins internes qui vont répondre à des questions de la communauté. L'idée, c'est de demander à la communauté de poser des questions à la victologue et ça va faire partie de la formation de ces médecins internes de répondre à ces questions-là, évidemment en faisant une recherche dans la littérature de qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette question posée, mais en même temps d'utiliser un langage qui soit adéquat par rapport à la personne à qui on parle. Et c'est là où je pense que les médecins, nous avons encore beaucoup de choses à faire et d'avancer dans ce domaine-là. C'est comment on peut vulgariser ces mots hyper complexes qu'on a appris à l'université, qu'il y a beaucoup de sens que ce soit comme ça. Mais si je reviens à comment elle a expliqué, Muriel, les sacs de caca qui se remplissaient, alors peut-être c'est des mots qu'on n'utilise pas en médecine, et en même temps, quand on le dit comme ça, c'est clair que l'autre comprend. C'est là aussi où la question se pose, est-ce qu'on utilise ces mots-là parce qu'on veut marquer la différence avec l'autre, et que c'est des mots que nous, les médecins, on comprend, et qui nous permet de rester dans cette posture de pouvoir? Est-ce qu'on a de la peine d'aller vers les patients et utiliser les mots vulgarisants? Voilà, c'est ça qu'on va travailler avec nos médecins internes cette année. Et l'idée, c'est de voir comment ça marche, pour justement leur apprendre un peu toutes ces questions-là. Et après, l'idée, c'est aussi de former ces futurs médecins à ce changement de paradigme que les médias sociaux nous obligent. En fait, vous savez bien que le Web 1.0, il y avait de l'information qui était produite par un nombre très limité de personnes, d'experts, qui déposaient des récits sur ce que eux, les récits et leurs vérités sur les sites statiques qui ne pouvaient pas être commentés. Avec le Web 2.0, l'usage des réseaux sociaux demande justement un changement de paradigme, parce que ce qui était avant un monologue devient actuellement un dialogue. On n'est pas tout seul à parler, à expliquer la maladie, on est face à expliquer les choses, avoir des réponses, donc on doit apprendre cette logique plutôt des dialogues. Et il y a aussi ce changement dans le sens que les médecins experts restent experts, mais ils approchent les patients qui ont aussi une expertise qui est différente. L'idée, ce n'est pas de dénigrer une expertise ou l'autre, mais plutôt d'intégrer. Et ce type de sensibilisation, à mon avis, c'est aussi essentiel qu'on la tienne en compte dans la formation des médecins de l'avenir. De mon côté, j'ai fini de vous présenter l'expérience qu'on est en train de faire dans notre service. Et je vais passer à table. Nous avons dû penser à différents items qu'on va aborder ensemble avec ça. Oui, déjà, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit de la médecine 2.0. C'est vrai que c'est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'objets connectés, de médecine 3.0. Ben, en fait, en médecine, on vient juste passer le cap du passage du 1 au 2.0. Donc, vous vous rendez compte effectivement de la problématique, c'est que en pratique, on ne suit pas encore l'évolution de la technologie, mais vous avez vu qu'on est des médecins motivés et on va tout faire pour justement arriver à cette médecine 3.0, et même, j'ai déjà entendu parler de la médecine 4.0. Voilà. Donc c'est vrai que dans la réflexion qu'on avait tous les deux sur notre expérience en tant que médecin connecté, en fait, on s'est rendu compte qu'au final, ce qui pouvait être problématique, c'est qu'on met 10 ans à former un médecin, donc à la faculté de médecine, et encore aujourd'hui, la santé connectée n'est toujours pas enseignée. Or, effectivement, en face de nous, on continue à avoir
des e-patients. Et finalement, on n'a pas du tout le discours adapté. On a aussi, nous, dans notre enseignement initial, une formation, enfin en tout cas une relation médecin-patient hiérarchisée, où effectivement, comme disait Gérard, nous sommes les maîtres à penser et le patient fait ce qu'on lui dit de faire. Donc ça pose effectivement un vrai problème aujourd'hui de se dire, enfin le problème, il y a des solutions, hein, effectivement, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la formation initiale des médecins pour changer justement cette vision de cette relation médecin-patient et qu'elle puisse évoluer justement et intégrer du coup ces e-patients. D'où effectivement la solution que tu proposais, c'est, et notamment Muriel aussi, Muriel Londres en a parlé, c'est intégrer des patients dans l'enseignement. Donc de faire intervenir donc, des patients déjà experts sur des pathologies chroniques bien identifiées pour pouvoir justement répondre au mieux ensuite aux attentes des patients. D'un autre côté, on aurait une autre solution possible, c'est justement l'implication et la responsabilisation des médecins dans ce partage d'informations scientifiques. J'ai l'impression qu'on est un peu en retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le net. On voit qu'il y a plein de forums qui parlent de santé, avec des témoignages plus ou moins valables à niveau scientifique. Évidemment, il y a beaucoup d'expertise de vécu qui se trouvent dans le net. Et à niveau de contenu validé et surtout mis à jour, là par contre, il y a quand même un manque, à mon avis. Et c'est là où nous, les médecins, on peut avoir un rôle très important dans la transmission de ces savoirs. Après, on avait pensé justement à une autre éventuelle solution, c'était justement l'accueil de ces connaissances des patients. On a bien vu aujourd'hui que ce n'est pas toujours facile d'accepter l'expertise de l'autre. Et là, justement, aussi, on peut aussi enseigner justement aux futurs médecins comment réagir dans ce type de circonstances. On voyait dans la matinée cette image où il y avait un médecin qui avait la fumée dans la tête, l'autre il expliquait qu'il avait recherché dans les nets, qu'il avait lu un truc et tout ça. Le médecin il réagissait mal dans cette caricature, mais ce n'est pas qu'une caricature. Je pense aussi que les médecins ont besoin d'apprendre à gérer ce type de situation, pas forcément en disant laissez tomber ce type d'information, parce qu'on sait bien que quand on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, je vous dis parce que je travaille dans les addictions, hein, on dit de ne pas faire quelque chose, ils vont le faire le double. On a peut-être intérêt d'aller vers eux, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris déjà, et essayer d'accompagner ce processus parce que finalement c'est une connaissance qui est valable. Sauf que si on dit que ça ne sert à rien cette connaissance, les gens ne vont plus nous en parler. Donc on aura un souci. Parce que ces informations-là, ils vont rester vulgarisées et le patient ne va pas pouvoir avoir la chance d'en discuter avec les médecins et de peut-être poser des questions autour de ce type d'informations qu'il a pu obtenir grâce au net. Oui, c'est se dire aussi que les médecins, justement, il faut qu'ils reprennent un peu cette part d'information que l'on trouve aussi sur le net, c'est-à-dire pouvoir accompagner le patient intelligemment pour avoir un avis critique sur cette information. Et c'est vrai qu'effectivement, les solutions qu'on peut proposer, c'est en tout cas dans le meilleur des cas, pour un médecin, s'il veut accompagner son patient, c'est vraiment d'être force de proposition de sites valables, vérifiés. Effectivement, ça pourrait être même, je ne sais pas où j'avais lu ça, mais ça pourrait être même une prescription en disant, bon ben voilà, pour cette pathologie, allez sur ce site-là, et s'il y a des choses qui sont un peu ambiguës pour vous, on en reparle à la prochaine consultation. Voilà, nous devons être aujourd'hui des prescripteurs d'informations se trouvant sur le net. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore
il y a encore du chemin à faire, puisque pour l'instant, effectivement, on met encore une barrière, parce que voilà, c'est quelque chose que on n'a pas eu, on n'a pas encore l'habitude de. Enfin, il faut qu'on nous laisse le temps de digérer la chose. Et bon, il faut le vouloir aussi, mais je pense que c'est comprendre que le patient aujourd'hui, il est là, il est acteur de sa santé et que ce sera une vraie valeur de l'avoir du coup à nos côtés et actif pour le prendre en charge. Du coup, on passe aux questions, si vous en avez. Bonjour, Clément Tribalo, il est directeur d'hôpital. J'aurais aimé avoir des précisions sur l'application Medpix au niveau des spécialités médicales. Est-ce qu'il y a des spécialités où on voit les davantage de praticiens interagir et d'autres où l'appli marche moins bien quelles sont les spécialités qui marchent le mieux? Oui, au niveau des usages, effectivement, on se rend compte qu'effectivement la dermato, c'est la spécialité numéro 1. Hein, donc c'est très simple de prendre en photo une lésion. C'est pas que c'est plus simple, c'est qu'il faut avouer que nous les médecins, on est vraiment désemparés. On ne vous le dit pas, mais dès qu'on... je crois que dans toute la médecine, il n'y a que les dermatos qui savent traiter qui savent traiter la dermato. Donc c'est très difficile pour nous, effectivement, d'avoir une prise en charge bien précise à ce sujet-là. Donc effectivement, ça occasionne beaucoup de postes parce qu'on a besoin de ces retours d'expérience et surtout que voilà, c'est une spécialité où effectivement c'est pas carré quoi. Enfin voilà, on a vraiment besoin de cette médecine collaborative pour pouvoir avancer. Ensuite, il y a la pédiatrie et la radiologie et l'orthopédie. Voilà. Donc ça c'est des choses aussi. Donc la pédiatrie, c'est aussi du soin primaire. Donc on a besoin d'avoir des conseils. Des conseils a posteriori, hein, bien sûr, c'est pas au lit du malade ou en consultation pour affiner notre réflexion. Et l'orthopédie, c'est plus pour des cas pédagogiques, en fait. Voilà. C'est du pré-op, c'est du post-op, c'est des prises en charge de réduction de luxation. Enfin, c'est des échanges d'expériences, mais à visée plus pédagogique que d'expertise. Et avez-vous fait des comparaisons avec ce qui se passe aux États-Unis, où ce type de pratique est, j'ai l'impression, davantage développé, de médecine partagée? Est-ce que ça vous donne des perspectives pour avancer en France en regardant ce qui se fait, notamment dans les pays anglo-saxons? Alors bien sûr, hein, c'est vrai qu'effectivement les anglo-saxons ont de l'avance en termes d'échanges communautaires et même au sein de la communauté médicale. Il y a plusieurs plateformes qui existent, qui marchent très bien. Après, c'est vrai que par exemple aux États-Unis, ce sont des échanges plus type télémédecine, c'est de la consultation donc payante. Il y a un modèle économique derrière qui ne va pas forcément marcher en France. Mais effectivement, il y a, surtout en termes de fonctionnalité, de rajout de fonctionnalité, c'est effectivement, on regarde de très près ce qui se passe, puisqu'en plus, ils ont un recul, notamment pour certains, d'une dizaine d'années sur les réseaux sociaux professionnels. Vous êtes médecin pour Medpix ou bien vous êtes pollué par les patients? Ah oui. On peut même être psychiatre, j'étais assez surpris. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est pas pour lui faire la pub de son application, mais je trouve vraiment excellente parce que le problème de la super spécialisation, c'est qu'on perd beaucoup de compétences d'autres spécialités. Et c'est vrai que les questions que j'ai vues dans ces cas cliniques, j'aurais pu les poser aussi.
réactions allergiques, des histoires d'asthme, comme tu disais, on a besoin d'aide parce qu'on est souvent paumé dans ce type de situation-là. Pour répondre à votre question, effectivement, il faut être professionnel de santé pour pouvoir pour utiliser l'application. C'est une application qui est vraiment dédiée au corps médical. Oui, ce que je comprends parfaitement, c'est l'idée, c'est une communauté d'experts. Ouais. Ceci dit, on voit des médecins publier des cas sur Twitter avec photos. Oui, mais mon avis personnel, effectivement, ce n'est pas un outil adapté pour échanger, augmenter en expertise et par rapport à tous les problèmes de confidentialité aussi que notre profession exige. Je suis la pollution. Justement, c'est ma question dans la lignée. Ça n'a jamais été envisagé en fait que le patient puisse accéder à Medpix. Et une autre question, comment vous envisagez le recueil du consentement? Est-ce qu'il y a des guidelines dans l'application Medpix pour indiquer aux soignants qu'il est quand même censé demander le consentement? Et s'il prend une photo, peut-être que le patient peut être reconnaissable, donc qu'il fasse attention. Est-ce que vous surveillez ça? Je vais répondre à votre dernière question déjà. Effectivement, avant de créer l'appli, on a mis en place plein de procédures pour respecter justement la confidentialité du patient. Et donc on est vraiment conforme à la CNIL et à la NSM. Donc ça pose pas de souci. De quelle manière on le fait? Donc les cas qui sont postés, déjà il y a une modération a priori. Donc c'est-à-dire que donc, derrière il y a un modérateur qui vérifie chaque cas, qui regarde si tous les cas sont en conformité, c'est-à-dire au niveau de l'anonymisation des photos, s'il n'y a pas eu de citation de nom de patient, etc., etc. Et ensuite c'est validé. Donc effectivement il y a ce laps de temps qui permet de sécuriser notamment justement ce type d'échange. Pour répondre à votre première question, le consentement du patient, effectivement, donc d'une part, il est noté dans nos CGU, effectivement, comme on a dit, personne ne les lit, où il est clairement dit qu'effectivement, il faut avoir le consentement du patient pour pouvoir publier le cas. Mais, et nous avons mis à disposition, c'est-à-dire qu'avant chaque publication de cas, il y a un onglet où effectivement vous pouvez télécharger le consentement du patient et donc vous pouvez tout faire en ligne si vous voulez. Donc on a facilité le process pour que vous motivez les gens, donc les professionnels de santé, à obtenir ce consentement. On ne pourrait pas envisager que le patient, dont le cas a été beaucoup discuté, puisse avoir accès à la discussion? Alors, effectivement, personnellement, voilà, moi, ça me gêne pas parce qu'effectivement, moi, j'intègre dans ma réflexion les patients experts. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans les usages que je vois de Medpix, c'est vrai que les médecins, en l'occurrence, ne voient pas encore la place des patients au sein de leur propre communauté. Je pense que c'est une question, si vous voulez, ils ont peur d'être critiqués ou de ne pas être libres de pouvoir discuter entre confrères pour aux patients, effectivement, l'accès. Alors moi j'ai une question, une proposition peut-être pour vous deux. Vous parlez de solutions à l'avenir pour les médecins, mais un autre positionnement. Et moi, je m'interroge en fait pourquoi les soignants, médecins et sages-femmes, par exemple, n'ont pas de formation, dans la formation initiale, une formation sur la communication au patient, sur les notions d'empathie. Parce que vous parlez, je crois, juste titre d'un changement de positionnement à avoir de la part des médecins par rapport à ce qu'ils doivent donner dans sa relation au patient. Et aujourd'hui, on continue de dire
en fac de médecine que les futurs médecins sont l'élite de la société, donc l'expertise leur serait propre, alors qu'à juste titre, vous le dites bien, l'expertise est partagée, encore faut-il se mettre à niveau. Et moi je suis dans un réseau de périnatalité en Ille-et-Vilaine, et c'est vrai qu'il y a, par exemple, chez les mamans, les jeunes parents, les futures mamans, les jeunes parents, beaucoup de forums, parce que je pense en fait toutes ces personnes n'ont pas eu le temps, ont peur de se dévoiler devant le médecin avec tout son savoir. Et en fait, il y a une notion de temps, mais aussi une notion de hiérarchisation dans la relation qui est à revoir, je crois. Si je peux me permettre. Oui, non, mais tout à fait, effectivement. Après, là, c'est aux doyens des facultés de médecine qu'on a envie d'interpeller. Hein. C'est vrai que, on vous dit, voilà, on met 10 ans à former un médecin. Aujourd'hui, c'est la génération, si je ne me trompe pas, les futurs médecins, ils sont nés en 1990, etc. Et voilà, on les forme toujours pas. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ça reporte de 10 ans. Et je pense que voilà, c'est un vrai besoin. Mais voilà, après, c'est une vraie volonté au sein des universités de prendre en compte ce phénomène-là. Après, en tout cas, je vois qu'effectivement ça avance. En tout cas, la fac de Bobigny intègre des e-patientes. Donc voilà, il y a des choses qui se font, mais pour l'instant, c'est à l'état embryonnaire, malheureusement. Moi, je me dis que peut-être c'est bien qu'on continue à dire qu'on est l'élite de la société, même si on n'est pas, mais au moins comme ça, on a des médecins. Parce que si on dit que c'est une profession de service comme une autre, qu'on n'est pas super bien payé et qu'on doit faire beaucoup d'heures de travail, c'est peu intéressant pour les jeunes. Par contre, c'est clair qu'il faut changer radicalement l'approche vis-à-vis du patient, de façon générale. Ce n'est pas une maladie, c'est une personne. Déjà, parfois, c'est une certaine logique. Et parfois, c'est vrai que moi, ça me surprend peut-être un peu plus, parce que je me suis plus spécialisé dans la psychiatrie, donc c'est quelque chose de plus humain, et on parle plus de la personne et moins du cas. Et on voit ici souvent, en médecine en général, on parle des cas, même pas des situations cliniques, des cas. D'un coup, la dimension humaine n'est pas très présente. Moi, je me réjouis beaucoup de l'avenir de la médecine, parce qu'on va vers quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus humain. Et je pense qu'on va devoir remercier dans quelques années, on peut déjà faire maintenant, mais ces personnes engagées qui sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas tout puissant. Et nous, ça ne pose pas de problème de ne pas aider Dieu. Non. J'ai une question c'est moi. Pour Gérard, si je peux me permettre. Je voulais savoir si vous travaillez en collaboration avec le service communication global de l'établissement et de quelle façon vous travaillez, et si d'autres services vont faire comme vous ou ont envie de faire comme vous, parce qu'on peut se demander clairement si ça ne peut pas poser un problème à terme si tous les services de l'hôpital se mettent à faire eux-mêmes leur blog, leur Facebook, leur Twitter, etc. Alors oui, on travaille en collaboration. J'ai commencé, depuis le premier jour qu'on a commencé cette expérience, on a été en contact avec la communication. Eux, ils sont plutôt encouragés ce type de pratique. Ils vont bientôt, pour l'instant, c'est mon site, c'est hébergeur en France, et ils vont créer bientôt un hébergement pour WordPress, multi-WordPress, pour pouvoir mettre plusieurs blogs, et en fait, ils vont encourager les services en fait. Parce que, d'accord, il se peut que la communication perde une certaine maîtrise, et en même temps, les professionnels qui travaillent dans chaque service deviennent des ambassadeurs du service et aussi de l'hôpital, et ils peuvent être beaucoup plus réactifs, ils peuvent avoir des réponses beaucoup plus appropriées, et ils sont plutôt encourageants. En tout cas, toutes les rencontres qu'on a eues, d'ailleurs, c'est suite à cette expérience qu'ils ont développé l'idée, parce qu'il y avait 2-3 blogs, et là, ils ont décidé de tout rassembler dans le même hébergement. Et ils sont dans cette logique, ils forment les collaborateurs, on reçoit différentes pratiques de sujet, on sait quand on poste en privé ici, je suis en train d'engager les hôpitaux universitaires de Genève, il y a cette culture et cet enseignement. On reçoit des formations.